Bonsoir à toutes. Oh, c'est impressionnant. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir, c'est très gentil. Oui, on m'a donné un sujet, entrepreneuriat social et solidaire. J'en discutais un petit peu avec Amal tout à l'heure. Je sais que quelqu'un est déjà venu l'année dernière parler d'économie sociale et solidaire de manière générale. La différence entre économie sociale et solidaire et entrepreneuriat social et solidaire, c'est uniquement de la rhétorique. Et je me suis dit que ça pouvait être peut-être intéressant ce soir que je décortique un petit peu ces notions-là. Je vous dis ce qu'il y a derrière, ce que ça comporte, ce que ça cache de temps en temps, pour vous faire un petit tableau de la manière avec laquelle cette rhétorique de l'entrepreneuriat social et solidaire a fini par devenir très présente finalement dans les échanges, dans les débats. C'est une notion qu'on a vue apparaître petit à petit et qui s'est beaucoup diffusée ces dernières années, depuis une dizaine d'années, on va dire à peu près. Et ça me semble important de s'arrêter sur cette notion-là et de voir ce qu'elle veut dire. Derrière, je vous l'annonce tout de suite et tout de go, ce que j'ai envie de faire passer comme message ce soir, mais vous allez voir, je vais y arriver petit à petit, c'est peut-être pas tant la question de est-ce qu'on peut réconcilier l'économique et le social, c'est plutôt comment est-ce qu'on réinjecte de la politique à l'intérieur de l'économique. Et qui est souvent la grande question en fait qu'il y a derrière ces questions de rhétorique de l'économie sociale et solidaire ou de l'entrepreneuriat social et solidaire. Je vais essayer de vous montrer pourquoi et comment. Ça va, vous m'entendez bien? Je suis à bonne distance, tout va bien. Alors n'hésitez pas, je sais que c'est très interactif et je préfère que ça le soit, donc n'hésitez pas si je suis trop long, trop flou, si j'enfonce des portes ouvertes, si vous avez une question, si vous voulez m'interrompre, il n'y a vraiment aucun problème, vous me faites des grands signes, je suis complètement myope, mais avec les signes, j'arrive à voir. Voilà. Vous êtes myope et moi je suis un petit peu malentendante. Alors il faut que je me rapproche plus. Vous pourriez mettre un peu votre micro comme ça. Voilà, merci beaucoup. Je jette un œil. Merci. Ça va comme ça? Oui, je vais essayer juste de me rapprocher un peu. Voilà. Pareil, vous me dites si à un moment donné, vous me faites si j'oublie. Oui, entrepreneuriat social et solidaire. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité ces dernières années. Il y a eu une loi, il y a 4 ans maintenant, 2014, sur l'économie sociale et solidaire, qui était une loi vraiment nouvelle à l'intérieur de la législation française. C'était la première fois qu'on venait reconnaître une existence à ce concept d'économie sociale et solidaire. Et quand on lit la loi, elle est très, très fourre-tout, très fourre-tout. Elle réunit beaucoup de choses différentes. Et pour comprendre à quel point cette loi est fourre-tout et pourquoi derrière cette appellation, alors soit d'entrepreneuriat social et solidaire, soit d'économie sociale et solidaire, pourquoi est-ce qu'il y a tant de choses différentes qui se cachent, il est important de refaire un petit brin d'histoire. Et je vais vous faire un petit brin d'histoire de cette notion-là et de comment est-ce qu'on est arrivé au bout d'un siècle et demi, parce qu'on va remonter un petit peu loin dans l'histoire, comment est-ce qu'on est arrivé à une loi qui consacre l'existence de quelque chose, d'une sorte d'objet, d'une catégorie de pensée qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, et des formes d'entrepreneuriat social et solidaire dans le droit français. Il faut revenir très très loin en arrière. Si on revient très très loin en arrière, on a au début de toute cette histoire le mouvement ouvrier tel qu'il a commencé à voir le jour et à se développer, en France en tout cas, et puis partout en Europe, au milieu du 19e siècle, même un petit peu avant, on va dire plutôt dans les années 1820-1830. Il y a, avec l'origine du mouvement ouvrier en pleine révolution industrielle, il y a l'émergence d'une aspiration à l'origine à poursuivre le projet de la Révolution française. 1830, on est à l'époque des canuts, à Lyon, si vous voyez ce que c'est.
On est à peine 40 ans après la Révolution française, et il y a un goût d'inachevé qui plane et qui laisse penser à beaucoup de personnes à l'intérieur du mouvement ouvrier naissant que la devise liberté, égalité, fraternité, il serait peut-être bon de la poursuivre et de l'étendre au-delà du champ du politique pour l'amener aussi dans les relations de travail, dans l'économie, tout simplement. On ne le dit pas comme ça à l'époque, hein, mais c'est bien ce que ça veut dire. Et on a dans ce creuset originel du mouvement ouvrier aux alentours des années 1830, l'ébauche de ce que vont devenir plus tard les coopératives, les mutuelles, les syndicats, les associations, les mouvements d'éducation populaire. Tout est déjà là. Tout est déjà là, mais au départ dans un creuset commun. Si on reprend par exemple l'exemple des canuts, donc de ces ouvriers tisserands lyonnais qui au début des années 1830 se sont révoltés, on a affaire à des gens qui ne sont pas salariés. Le salariat n'existe pas encore à l'époque. Et d'ailleurs, l'entreprise telle qu'on l'entend aujourd'hui, et l'entreprise notamment de capitaux, la société anonyme, ça n'existe pas encore non plus. Donc on a affaire à des gens qui sont des ouvriers qui vendent leur force de travail quotidiennement dans le cadre de petits ateliers. Et ces petits ateliers sont dirigés par on est presque dans un système compagnonique, hein, donc par des maîtres qui ne sont pas très éloignés de la condition de leurs propres ouvriers, et qui fabriquent des soieries à Lyon, à cette époque-là, chez les canuts, mais autre chose ailleurs. Le prix des soieries, le prix de vente, il est déterminé par des donneurs d'ordre, par les acheteurs. Et on a une révolte qui se construit sur l'ambition, la volonté de négocier des tarifs et d'imposer des tarifs, de faire en sorte que la soierie elle ne soit pas vendue à vil prix et qu'au final, on arrive à gagner sa vie dans ces petits ateliers avec le travail que l'on fournit. Je m'arrête un petit peu là-dessus parce que j'y retournerai plus tard. Mettez-le dans un coin de votre tête. La question du tarif et de formes de rapport au travail qui ne sont pas des formes de rapport au travail salarié, paradoxalement, 150 ans plus tard, elle se repose de nouveau alors qu'elle avait cessé de se poser pendant très très longtemps. Mais on y reviendra tout à l'heure. On veut négocier des tarifs. Et en voulant négocier des tarifs, on invente au travers de la grève, au travers d'un certain nombre de revendications vis-à-vis de ces donneurs d'ordre, on invente ce qui est l'embryon du syndicalisme moderne. Mais très rapidement, on se rend compte aussi que si on veut tenir lors des grèves, il faut des moyens. Il faut des moyens et donc il faut pouvoir créer des caisses communes, des caisses de secours. Il faut pouvoir tenir pendant les grèves. Et on invente aussi au passage, très rapidement, ce qui sera le modèle mutualiste plus tard. C'est-à-dire cette idée de caisse commune dans laquelle on met de l'argent pour s'aider, s'épauler les uns les autres financièrement quand il y a une difficulté qui se présente. Et puis très rapidement, on invente aussi dans la foulée ce qui sera plus tard la coopération, les coopératives, ce qu'on appelle à l'époque plutôt les associations ouvrières, mais aussi les coopératives de consommateurs, c'est-à-dire cette idée que, quitte à vouloir viser l'émancipation par le travail, autant aller jusqu'au bout, autant reprendre possession finalement de son outil de travail, reprendre la main sur son outil de travail, et donc en disposer collectivement en créant des formes d'associations ouvrières dans lesquelles on maîtrise les moyens de production. Vous voyez, alors je pourrais continuer comme ça, parce qu'à cette époque-là, il y a aussi le mouvement de l'école mutuelle qui existe, il y a aussi un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui s'incarnent à l'intérieur de traditions et de mouvements et d'organisations qui existent encore. Mais à cette époque-là, on se retrouve encore avec une forme de creuset originel et une forme d'indifférenciation de ces différents statuts juridiques et de ces différentes formes d'organisation. La distinction entre ces différentes formes d'organisation, elle va se faire tout au long du XIXe siècle. Elle va se faire finalement du fait de l'État, du fait de
du pouvoir, qui évidemment n'a pas un grand intérêt à voir se développer un mouvement ouvrier fort, qui représente quelque chose de puissant d'un point de vue économique et qui va s'évertuer à casser juridiquement, année après année, c'est cette espèce de polymorphisme du mouvement ouvrier originel. L'exemple typique, c'est Napoléon III. Napoléon III arrive au pouvoir dans les années 1850, il s'était fait élire avec aussi un programme ouvrier, aussi un discours sur la condition ouvrière, sauf que Napoléon III n'est pas fondamentalement socialiste, loin de là, et une des premières décisions que peut prendre Napoléon III étant au pouvoir est de créer et de promouvoir les mutuelles. Les mutuelles, c'est vachement bien. Alors les mutuelles, c'est tellement bien qu'il en faudrait une par département, et c'est le préfet qui va nommer le président de la mutuelle. Donc, vous voyez, on passe de quelque chose qui est auto-organisé et qui vient d'une expression ouvrière à quelque chose qui est institué et contrôlé par l'État. Et finalement, on peut presque relire toute l'histoire du démantèlement du mouvement ouvrier d'un point de vue juridique tout au long du XIXe siècle avec cette grille de lecture-là et cette volonté finalement de la part du pouvoir de casser, d'enfermer dans différents statuts juridiques différents quelque chose qui tenait finalement d'un même mouvement au départ. On va assister tout au long du XIXe et tout au long du XXe siècle à différents moments de développement ou de régression. Ça se fait un petit peu, c'est comme une respiration. Il y a des moments beaucoup plus propices au développement que d'autres, et puis des moments qui sont vraiment des moments de contraction. On va assister à différents moments de développement ou de contraction de ces différentes formes coopératives, mutualistes, associatives, syndicales, etc., etc. Mais la cassure juridique va faire que ces différentes familles issues du mouvement ouvrier vont s'éloigner les unes des autres. Et dans les années 1970, j'ai fait un grand bond dans le temps, un certain nombre d'acteurs qui sont issus de ces entreprises, qui sont issus de grandes banques coopératives par exemple, ou de grandes mutuelles d'assurance, vont se retrouver pour la première fois depuis très très longtemps en se disant « mais au fait, on a peut-être des points communs ». On a peut-être des points communs et on a peut-être des choses à se dire entre grandes banques mutualistes, coopératives, grandes mutuelles d'assurance, coopératives agricoles, coopératives de consommateurs qui sont très très fortes encore à l'époque, coopératives de production. On a peut-être des points communs et on a peut-être des choses à se dire. Ça, c'est la naissance de ce qu'on appelle en France l'économie sociale. L'économie sociale, les termes sont importants, hein. Je vais vous parler après de l'économie solidaire. L'économie sociale désigne traditionnellement en France et depuis le début des années 70 cette espèce de renouveau d'une pensée englobante de différents statuts qui n'avaient plus l'habitude de discuter les uns avec les autres depuis très très longtemps. Et ces différentes entreprises se reconnaissent sur un point commun, c'est qu'elles ont bien des statuts juridiques d'entreprises qui ne sont pas des sociétés de capitaux, mais qui sont des sociétés de personnes. Une coopérative, une mutuelle, qu'elle soit mutuelle santé ou compagnie d'assurance mutualiste, et une coopérative, quel que soit le type de coopérative, il y en a beaucoup, ou une association, ce sont fondamentalement des personnes qui se réunissent pour pouvoir poursuivre en commun au travers de cette coopérative ou cette mutuelle un objet qui est satisfaire leurs besoins. L'objectif n'est pas de rechercher le profit. Rechercher le profit, c'est un moyen. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est bien de satisfaire un besoin. Et on le fait au travers d'une société qui a un droit particulier, qui est une société de personnes et pas une société de capitaux. Donc une société de personnes dans laquelle on va retrouver des règles de démocratie, puisqu'on est membre du groupement de personnes, on a une voix lors des votes. Ce n'est pas parce que j'ai plus de part sociale que l'autre ou que j'ai plus d'ancienneté dans le système que j'ai plus de poids. Non, on est strictement égalitaire. On a un système qui, sur la base de cette égalité démocratique, fait que l'on élit ensemble les dirigeants.
Sur la base de ce système démocratique, on décide ensemble aussi de ce que l'on fait au travers de cette entreprise, notamment de comment est-ce qu'on affecte les bénéfices quand il y en a. Donc on a un certain nombre de points communs qui se résument au travers d'une notion importante qui est la notion de double qualité. La double qualité, c'est quand on est membre d'une société de personnes, on en est à la fois le sociétaire, c'est-à-dire qu'on possède un petit bout du capital, et donc on prend part à la décision de ce qui se fait dans l'entreprise, et en même temps on en est l'usager. Si je suis membre d'une compagnie d'assurance mutualiste, je suis à la fois sociétaire de cette compagnie et en même temps usager, c'est-à-dire que je me retrouve dans une situation où je suis à la fois assuré, mais aussi assureur des autres. Idem dans une coopérative de consommateurs, idem dans une coopérative agricole, je suis les deux en même temps, je me retrouve inclus dans, c'est bien la définition d'une société de personnes, dans un système où des personnes concourent collectivement et mutuellement à se rendre un service ou à répondre à une aspiration qu'ils ont en commun. Ça va être ça, le fondement de l'économie sociale. Remarquez au passage, quand je dis ça, il y a un côté extrêmement arbitraire à cette délimitation, à dire que l'économie sociale, ce sont toutes les entreprises qui ont un statut coopératif ou mutualiste, qui sont des sociétés de personnes. C'est très arbitraire parce que ça fait inclure à l'intérieur du périmètre de l'économie sociale, par exemple, les coopératives de personnes morales. Pas simplement les coopératives de personnes physiques, aussi les coopératives de personnes morales. Donc fait partie de l'économie sociale, par exemple, Leclerc. Leclerc, c'est une coopérative. Alors, ce n'est pas une coopérative de personnes physiques, c'est une coopérative de magasins. Ce sont des magasins qui sont extrêmement classiques, sous forme de sociétés extrêmement classiques, qui, ensemble, ont constitué une coopérative pour porter un groupement d'achat, une marque, une filière d'approvisionnement qui est commune. Mais Leclerc, c'est de l'économie sociale. Système U, c'est de l'économie sociale. Crédit Agricole, c'est de l'économie sociale. Au nom de ce que je vous ai donné comme définition, c'est-à-dire qu'on a affaire à des sociétés qui sont sous forme coopérative et qui respectent ce critère de double qualité avec des personnes physiques ou avec des personnes morales. Fin de l'acte 1. Voici ce qu'est l'économie sociale. L'économie sociale, donc, regagne un certain dynamisme. Dans les années 70, à la fois sous la pression d'autres théories, d'autres mouvements, comme l'autogestion par exemple. Enfin, bon, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais voilà, elle renaît de ses cendres comme catégorie de pensée à l'intérieur des années 70. Et très rapidement, elle se confronte à une critique extrêmement forte, qui vient d'un autre mouvement, qui voit le jour dans les années 80, qui est celui de l'économie solidaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie solidaire? Ce sont presque, je vais le dire presque sociologiquement, ce sont des gens issus notamment du travail social, qui à un moment donné, fin des années 70, début des années 80, vont se mettre à créer des entreprises, des entreprises, quelle que soit la forme, entreprises de capitaux ou associations, beaucoup d'associations, mais en tout cas des outils économiques pour répondre à un besoin social, pour répondre à une question sociale. Donc c'est par exemple le début du microcrédit, c'est le début des entreprises d'insertion, c'est le début d'un certain nombre d'entreprises qu'on connaît encore maintenant qui interviennent dans le secteur médico-social, dans le secteur sanitaire, pour traiter des questions liées à la jeunesse, à la vieillesse, au handicap, à la maladie, etc., etc. Et ces gens-là vont se reconnaître sous une étiquette commune qui est celle de l'économie solidaire. Au départ, il y a une très grande rivalité et une très grande, j'allais dire presque aversion, entre les deux mouvements. On a affaire à un grand malentendu entre les deux. L'économie sociale regarde l'économie solidaire en disant « mais
qu'est-ce que vous faites, quoi? Enfin, c'est quoi ces associations financées par l'État, financées par les collectivités locales, ou bien même des SARL, vous créez des SARL, enfin vous faites un peu n'importe quoi. La vraie économie sociale, c'est des statuts, il faut être des coopératives, il faut être des mutuelles. Et puis l'économie solidaire regarde l'économie sociale en disant mais vous rigolez, social, vous ne l'êtes plus depuis très longtemps. Regardez, vous, grand patron de banque coopérative, grand patron de coopérative agricole, grand patron de coopérative d'artisans, avec vos costards cravates, ça fait bien longtemps que vous n'êtes plus sociaux du tout. C'est nous qui sommes sociaux. C'est nous qui faisons un travail qui est un travail social et à visée sociale, en tout cas pour le bien collectif. Donc c'est un dialogue de sourds au départ entre ces deux économies-là. On ne se comprend absolument pas. Il y en a qui parlent de statut, il y en a qui parlent d'objets finalement. Et donc c'est des torchons et des serviettes, quoi, hein. C'est très difficile d'avoir des... moi j'ai encore assisté à la fin des années 90, début des années 2000 à des débats sans fin pour savoir qui avait raison et où passait le périmètre des uns et des autres, pour savoir qui était dedans, qui était dehors. On parlait des langages qui étaient absolument différents. À la limite, je vais grossir le trait, une entreprise d'insertion peut être sous une forme de SARL tout à fait classique, avec un petit patron classique, mais à partir du moment où elle fait de l'insertion, elle est dans l'économie solidaire. A contrario, si je fais une coopérative ouvrière qui fabrique des mines antipersonnelles, je suis dans l'économie sociale car c'est une coopérative ouvrière. Voilà. Donc, dialogue absolument impossible. Le dialogue, il va finir par se faire quand même. Il va se faire fin des années 90, à partir de la fin des années 90, début des années 2000, on discute ensemble et c'est là que va émerger ce concept d'économie sociale et solidaire qui est aujourd'hui l'appellation que l'on entend partout et qu'on utilise un peu de manière générale. Cette appellation d'économie sociale et solidaire vient de quelque chose qui est finalement, je vais le dire très directement et c'est un point de vue, c'est mon analyse. Si certaines personnes dans la salle connaissent aussi ces histoires-là et baignent dans ces milieux-là, peut-être qu'elles auront des analyses différentes, on pourra en parler avec plaisir. Mais l'appellation d'économie sociale et solidaire et cette catégorie de pensée, elle est née en fait du fait de la puissance publique. C'est vraiment le regard de la puissance publique qui, à un moment donné, va dire il se passe des choses intéressantes dans ces économies-là, dans ces économies alternatives-là. Et moi, j'aimerais bien que tout le monde se mette autour de la table et discute. Et ça tombe bien parce que moi, puissance publique, je commence à avoir de l'argent à mettre sur ces trucs-là. Et donc, j'aimerais bien savoir où vont les budgets. L'appellation économie sociale et solidaire, alors si des historiens s'intéressent à ça un jour, je pense qu'ils montreront que c'est une appellation qui a vraiment décollé au début des années 2000, notamment au moment où les régions passent, alors c'est les élections de 2004 je crois, les régionales de 2004, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais toutes les régions basculent à gauche. Et avec des majorités mélangées, vertes, roses, rouges, selon les régions. Et toutes les régions, ou presque, se saisissent de ce concept d'économie sociale et solidaire à ce moment-là en disant voilà quelque chose qui nous intéresse, c'est de notre prérogative de région de financer ça. Et donc, on va mettre des lignes budgétaires. Donc, vous devez parler ensemble. Et l'économie sociale et solidaire, finalement, naît beaucoup du fait de la puissance publique et du fait du regard que porte la puissance publique sur ce que c'est. Moi, je vais même un petit peu plus loin, c'est-à-dire je crois vraiment que la définition d'économie sociale et solidaire, en tant que catégorie de pensée, elle n'existe que par le regard de la puissance publique. Quand vous allez au conseil départemental, alors c'est plus le cas maintenant avec les changements législatifs, mais il y a encore quelques années, les conseils départementaux avaient aussi des politiques d'économie sociale et solidaire. Je peux vous garantir que quand vous alliez au conseil général des Hauts-de-Seine, où le vice-président en charge de l'économie sociale et solidaire, c'était Jean Sarkozy, et que vous alliez ensuite au conseil général du Val-de-Marne, où le vice-président en charge de l'économie sociale et solidaire, c'était quelqu'un qui venait du Parti communiste, vous aviez des définitions de l'économie sociale et solidaire qui étaient extrêmement différentes. Mais de fait, à partir du moment où en effet c'est la puissance publique dit « moi je mets une ligne de budgétaire sur quelque chose que je finance et voilà ce que j'entends par
la définition de cet objet-là, ça s'impose assez. Hein. Donc on avait des définitions d'économie sociale et solidaire qui étaient extrêmement, et des périmètres qui étaient extrêmement différents, par exemple d'un conseil général à l'autre. Tout ça pourrait se finir allègrement. Alors, à noter, mais je reviendrai aussi là-dessus, l'économie solidaire, à partir de sa naissance, a connu un développement qui est quand même qui est très fort, qui est très très fort. À l'origine, on a affaire vraiment à des pionniers, à des expérimentateurs dans les années 80 qui bidouillent des trucs. Mais assez vite, cette économie-là va véritablement se développer. Elle va se développer, alors on dit souvent du fait du recul de l'État. Moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas le recul de l'État qui fait avancer l'économie solidaire. C'est plutôt le recul d'une certaine économie familiale et aussi d'une certaine économie confessionnelle. C'est vraiment le recul, dans les années 80-90, voilà, d'un certain nombre d'établissements gérés traditionnellement par les églises, par les congrégations, etc. Et par ailleurs, et ça il faut s'en féliciter, le fait qu'on cesse de rejeter systématiquement sur le travail féminin à domicile, le fait de s'occuper des vieux, des malades, des jeunes, etc., hein, que la femme a enfin le droit de sortir de chez elle pour faire autre chose que de s'occuper de ça, ça crée des marchés. Ça crée des marchés. Et typiquement, c'est vraiment sur ces marchés-là que va se développer l'économie solidaire. J'étais arrivé à quelque chose qui était finalement une forme de synthèse avec l'économie sociale et solidaire. Sauf que, et qui arrive au début des années 2000. Sauf qu'au début des années 2000, il se passe quelque chose de nouveau qui est l'arrivée d'un troisième larron. Et patatras, tout est à recommencer et le travail de synthèse est à recommencer. Le troisième larron qui arrive dans le début des années 2000, c'est l'entrepreneuriat social. Cette appellation-là est importante, et économie sociale, économie solidaire, entrepreneuriat social. On peut se dire tout ça c'est un peu la même chose, mais vous voyez les termes sont importants, la rhétorique est importante derrière. Non, il y a vraiment un mouvement qui apparaît, et qui apparaît sous l'appellation d'entrepreneuriat social au début des années 2000, ou de social business, et c'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose de finalement qui était en germe depuis un certain temps, mais qui part à l'origine de personnes qui sont dans l'économie solidaire et qui ont fabriqué dans les années 80-90 leurs petites entreprises d'insertion qui marchent avec un bout de subvention publique, beaucoup de bénévolat, beaucoup d'huile de coude, etc. Et qui se disent à un moment donné, mais si on veut être vraiment efficace, il faut se donner les outils des entreprises classiques. Bonsoir. Il faut se donner les outils des entreprises classiques. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire alliance avec les entreprises classiques. Et cette réflexion-là va arriver à un moment où se fait une grande convergence d'intérêts. Alors, c'est quoi cette grande convergence d'intérêts ? J'en vois au moins trois. La première, c'est celle que je vous expose, c'est-à-dire cette espèce de volonté de la part de l'économie solidaire de prendre son envol et de se vivre vraiment comme une économie complète, et avec l'ouverture véritablement de marchés nouveaux. Et cette volonté de la part d'un certain nombre de promoteurs de l'économie solidaire d'aller au bout de ce raisonnement-là, de se vivre pleinement comme des entrepreneurs, et des entrepreneurs du social, en se disant il faut renforcer nos organisations, il faut en faire des vraies entreprises. Et ça va rencontrer un autre mouvement qui est qu'on est 10 ans après le début de la dérégulation complète du capitalisme financier, et qu'on trouve de plus en plus de fondations d'entreprises, qui, ayant gagné énormément d'argent avec cette dérégulation, se demandent ce qu'ils vont faire de cet argent, et se disent, après tout, faire le bien, c'est pas mal. Faire le bien dans une optique très... on va aider nos pauvres, hein. Enfin, voilà, vous me lancerez des tomates après, mais je vais le dire comme ça. Mais ça rejoint la bonne vieille tradition
du patron social, du paternalisme, etc. etc. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on développe des actions de philanthropie, comment est-ce que moi, Bill Gates, qui suis à la tête de milliards et de milliards, je vais aussi montrer que je sais faire le bien et je vais peut-être même gagner ma place auprès de Dieu en créant une fondation et en y mettant généreusement la moitié de ma fortune. Donc on voit apparaître des fondations, les fondations d'entreprises sont là pour financer grassement un certain nombre d'actions qu'elles considèrent comme étant des actions moralement bonnes. Et puis il y a une troisième convergence qui est celle des directions de ressources humaines de grandes entreprises, notamment au départ de grands cabinets de conseil ou de banques d'affaires, qui, à la fin des années 90, début des années 2000, sont confrontés pour la première fois à une grande crise existentielle. Si vous vous en souvenez, c'est la première bulle Internet à l'époque. Là où les grandes entreprises ne se sont jamais posé de questions sur leur capacité à attirer les gens, à attirer par exemple les jeunes à la sortie des écoles, d'un coup ils se rendent compte que non, les jeunes ils ne veulent plus aller travailler chez eux, ils veulent aller créer leur start-up, partir et tout. Et là il y a une vraie réflexion qui se fait dans les directions de ressources humaines, dans les services de ressources humaines des grandes boîtes, qui est de se dire comment est-ce qu'on fait pour retenir les gens, comment est-ce qu'on fait pour redonner du sens à ce que l'on fait, sachant qu'on voit bien que, notamment les jeunes, ils ne trouvent plus énormément de sens à venir travailler comme des brutes dans nos entreprises. Et donc on voit à ce moment-là apparaître une vraie réflexion qui est une réflexion de... comment dire comment est-ce qu'on permet aux gens chez nous voilà, d'avoir du sens dans leur travail, de s'investir, donc peut-être faire du mécénat de compétences, c'est une notion qui apparaît à cette époque-là, de faire des études pro bono quand on est dans un cabinet de conseil, de leur permettre de faire un break, comme on dit dans ces entreprises-là, un moment de leur vie pour faire autre chose et pour s'impliquer dans une association, un grand rapprochement finalement du monde de l'entreprise et du monde de l'association. Et qui n'est pas désintéressé du tout, hein, parce que, mine de rien, les grandes entreprises commencent à se dire à ce moment-là, le monde associatif, il est quand même vachement intéressant, parce que le monde associatif, c'est un monde dans lequel on arrive à faire bosser les gens gratos. Et donc, nous, grandes entreprises, finalement, quelque part, ça nous intéresse de savoir c'est quoi la recette, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens qui en ont marre d'être chez nous et qui se barrent, les cadres, qui commencent à faire des burn-out et compagnie, comment est-ce qu'on fait pour les tenir, quoi? Peut-être qu'on peut aller chercher du côté associatif des solutions, essayer de comprendre c'est quoi la martingale là, qui fait que dans une association, les gens ils s'investissent, ils passent du temps, ils sont super militants, ils ne comptent pas leurs heures et tout ça, et puis en plus ils le font gratuitement, quoi. Voilà. Donc il y a une vraie réflexion qui monte à ce moment-là. Et puis qui rejoint encore autre chose, qui est, alors peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, c'est un acronyme qui est BOP, BOP. Vous connaissez ça? Vous avez déjà vu? Non. BOP, ça veut dire Base of Pyramid. C'est une réflexion qui date du début des années 2000 dans les grands cabinets de conseil, qui consiste en gros à dire les sociétés sont pyramidales. En haut, il y a des gens très riches, et puis ça descend, puis en bas, il y a des gens très très pauvres. Ils sont très nombreux, ils sont très pauvres. Et c'est vrai que traditionnellement, les entreprises s'adressent plutôt en haut et au milieu, ils ne s'adressent pas en bas. Ouais, mais quand même, en bas, ils sont nombreux. Et donc, on assiste aussi au début d'une réflexion sur comment est-ce qu'on fait pour, nous, grandes boîtes, pour commencer à faire émerger des offres, des marchés auprès de ces gens très pauvres. Parce que finalement, ils ont quand même un petit peu d'argent et que comme ils sont très nombreux, ça peut être rentable. Vous mettez tout ça dans un mélangeur, vous mélangez, et vous avez vraiment ce qui a fait le succès du social business ou de l'entrepreneuriat social ces 15 dernières années. C'est une notion qui est très à la mode en ce moment, qui est vraiment l'arrivée dans le paysage d'actions
dites humanitaires, sociales, à vocation éducative, d'aide, machin, etc., qui sont faites conjointement par des associations qui en fait travaillent un peu ou prou comme des boîtes, en alliance avec des boîtes extrêmement classiques, capitalistes, cotées, extrêmement classiques, et avec toute une rhétorique et tout un discours autour de l'entreprise, elle est là aussi pour faire le bien. Voilà. Donc on fait du business, mais on fait le bien. L'exemple type de tout ça, c'est par exemple le discours de Danone. Le discours de Danone, l'alliance de Danone avec les inventeurs du microcrédit en Inde, voilà, où on bidouille un truc et puis au final on vend des yaourts aux Indiens qui ont pas les moyens de se payer de la bonne nourriture, mais heureusement ils vont avoir des yaourts, hein, et puis de l'eau Danone aussi, voilà, ils vont l'acheter. Mais on le fait dans le cadre d'un partenariat extrêmement étroit entre des associations locales, l'entreprise elle-même, des sociétés de microcrédit, etc., etc. Bon, je reviendrai là-dessus si vous voulez, mais je pense que vous entendez à mon propos que je ne suis pas très enthousiasmé par ce genre de choses, mais bon, voilà. Mais il faut le regarder en face. C'est vraiment ce qui s'est profondément développé ces dernières années, donnant naissance d'ailleurs à des groupes, des vrais groupes assez puissants d'entrepreneuriat social. Le plus célèbre, c'est par exemple le groupe SOS. Le groupe SOS, c'est une sorte de conglomérat associatif qui possède en propre des hôpitaux, des établissements sanitaires et sociaux, etc. Et je ne sais pas, c'est 10 000 personnes le groupe SOS, hein, donc c'est 16 000, oui. Merci, il y a des chiffres à jour, ça c'est bien. Ça grandit vite en plus. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme, et puis avec à la tête du groupe SOS, quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Borrello, mais ça peu importe, mais qui se vit vraiment comme le tapis de l'économie sociale, quoi. Alors, vous vous rendez bien compte qu'en décrivant un paysage comme celui-là, en effet, je décris quelque chose qui ressemble à un mélange de torchons et de serviettes. La loi de 2014, quand elle arrive, finalement, elle ne tranche pas sur Benoît Hamon qui portait cette loi à l'époque et qui était ministre quand Hollande était président, revendiquait une approche qui était très œcuménique, finalement, de toutes ces économies-là. De dire, moi, je fais une loi pour finalement promouvoir toutes ces formes d'économie qui sont alternatives. Donc on a une loi qui dit l'économie sociale et solidaire, voilà ce que c'est, et qui fait un gros gloubi-boulga en prenant toutes les entreprises de statut d'économie sociale, coopérative, mutuelle, machin. Dès lors que vous êtes une coopérative, une association, une mutuelle, vous êtes dans l'économie sociale et solidaire, y compris si vous fabriquez des mines antipersonnelles. Et puis, tout un tas de secteurs qui sont considérés comme faisant partie de l'économie sociale et solidaire, le sanitaire et social, etc., etc. Et puis, n'importe quelle entreprise, à partir du moment où elle va prouver qu'elle respecte un certain nombre de règles qui, principalement, visent à poursuivre un objet, dans son objet une forme d'utilité sociale, voilà, qui présente une forme d'utilité sociale, ce qui fait que c'est extrêmement large, finalement, extrêmement large. Si je vous décris tout ce gloubi-boulga, c'est... alors, pour faire passer... je crois que vous l'avez compris, c'est déjà pour dire, en effet, on a affaire à quelque chose qui n'a pas... dont il serait vain de chercher une définition objective. C'est totalement vain. La loi détermine quelque chose, mais elle n'est pas satisfaisante, elle inclut des trucs, elle en rejette d'autres, enfin bon, voilà. Mais déterminer un périmètre objectif à ce que c'est que l'entrepreneuriat social et solidaire ou l'économie sociale et solidaire, c'est finalement assez vain. Finalement, on a affaire à quelque chose, encore une fois, qui est très subjectif et qui se fait au travers de la manière avec laquelle la puissance publique, à un moment donné, voit les choses et estime que l'objet qu'elle a en face d'elle est intéressant ou n'est pas intéressant. Pour autant,
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir en effet que derrière cette diversité, en réalité, il y a un mot qui n'est jamais prononcé, qui est celui de politique. En réalité, quand on regarde toutes ces organisations et qu'on regarde fondamentalement comment elles sont nées, pourquoi elles sont nées, sur quel type de pensée elles sont nées, on se rend compte que c'est tout un tas d'entreprises qui, au fond, ont un projet politique. Plus ou moins affirmé, en général au début de leur existence extrêmement affirmé, et puis qui finalement finit par se diluer un petit peu, mais il y a un projet politique. Et c'est rigolo comme l'existence de ce projet politique, c'est presque un impensé, c'est presque du refoulé. C'est-à-dire qu'on a eu tendance, et justement du fait du regard de l'État et de la puissance publique, on a eu tendance à dire non, ces gens-là veulent faire le bien, donc ils veulent faire le bien, donc ils pensent la même chose, ils sont tous humanistes, ils ont tous des valeurs, ils ont tous des... Oui, mais en réalité, ils ont tous aussi une vision de la société, une vision de ce qu'est l'être humain, de ce à quoi on veut arriver au travers de l'action d'une entreprise, qui sont parfois extrêmement antagonistes les unes par rapport aux autres. Quand vous mettez quelqu'un qui est un pur représentant de l'entrepreneuriat social et qui se dit il faut marchandiser la question sociale. Une question sociale, ça ne se résout qu'à partir du moment où on trouve une réponse de marché. C'est comme ça qu'on est efficace. Et y compris en mettant à la tête de l'association quelqu'un qu'on va aller chercher à l'ESSEC ou à HEC, parce que eux, les marchés, ils savent faire. Et y compris en passant une alliance avec la BNP ou la Société Générale. J'ai rien contre la BNP ou la Société Générale, mais bon, voilà. Quand vous mettez quelqu'un comme ça à la même table que quelqu'un qui, par exemple, vient du monde de l'autogestion ou de la coopérative ouvrière, et qui est donc dans une forme, au travers de sa société de personnes, qui est dans une forme de résistance aux sociétés de capitaux, et donc de résistance au capitalisme, dans un modèle qui est au moins acapitaliste, parfois anticapitaliste. Quand vous mettez ces deux personnes-là autour de la même table, non, ils s'entendent sur rien, en fait. Ils s'entendent sur rien parce que, fondamentalement, ils ont vraiment des idées qui sont totalement antagonistes l'une par rapport à l'autre. Mais ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de l'économie sociale, traditionnellement, quand on met quelqu'un qui vient du secours catholique autour de la même table que quelqu'un de la Ligue de l'enseignement, ils ne s'entendent pas non plus. Hein. Ce que je veux dire par projet politique, ce n'est pas un politique de politicien, c'est vraiment, encore une fois, une certaine vision du monde, une certaine analyse du monde, une certaine vision d'un certain nombre d'idées sur l'être humain, sur la société, que l'on a envie de transmettre ou de ne pas transmettre. Et donc on se retrouve aujourd'hui, je regarde l'heure, je ne veux pas... Oh, ça va. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. On fera du débat après. On se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est assez intéressante, qui est que toutes ces entreprises et tous ces projets entrepreneuriaux, toutes ces économies et tous ces entrepreneuriats sociaux et solidaires, finalement, ont plutôt le vent en poupe. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Il y a vraiment un vent qui souffle et qui est un vent en poupe. C'est-à-dire qu'à la fois, on est dans un monde dans lequel tout le monde sait, enfin, ça fait à peu près consensus, moi j'ai l'impression, aujourd'hui tout le monde voit bien que le monde tel qu'il va et l'économie telle qu'elle va, c'est pas jouable dans la durée, il va falloir trouver autre chose. Et donc l'idée de chercher des économies alternatives, des formes alternatives d'organisation économique ou d'entrepreneuriat, qui soient plus sociales, plus solidaires, mettez-y les adjectifs que vous voulez, en fait, c'est devenu une aspiration dominante. C'est devenu une aspiration dominante. Et au travers de tout un tas de courants de pensée, que ce soit économie sociale, économie solidaire, entrepreneuriat social, et je pourrais en ajouter d'autres parce que ces dernières années, on voit fleurir ce type de dénomination entre économie positive, économie circulaire, c'est un peu autre chose, économie collaborative, de pair à pair, machin, enfin il y a plein de concepts différents. Au travers de tout ça, en fait, on a un formidable mouvement de gens qui, dans leur coin, essayent de faire de l'économie différemment et au service d'idées. C'est clair. C'est-à-dire qu'il y a vraiment
une réintroduction d'une démarche politique, on va dire, à l'intérieur d'une démarche qui est économique, qui consiste à produire des biens, des services, échanger, commercer, épargner, etc., etc. Et alors le nombre d'initiatives actuelles, ça bouillonne, c'est vraiment extraordinaire. On n'a pas vécu ça depuis très très longtemps. Voir le nombre de gens qui aujourd'hui sont sur des projets de création d'entreprises ou sur des entreprises effectivement créées qui cherchent des alternatives à plein de choses. Moi j'ai passé mon après-midi avec tout un tas par exemple de plateformes numériques qui alors au travers de l'usage de logiciels libres ou au travers de statuts coopératifs ou au travers de licences qui essayent d'appréhender la question de la propriété de manière différente, peu importe, des plateformes informatiques numériques qui essayent de proposer une alternative à Airbnb, essayent de proposer une alternative au Bon Coin, une alternative à Blablacar, une alternative à je ne sais pas quoi. Enfin voilà, on cherche des alternatives. Ça, c'est évident. C'est plutôt le côté positif des choses. Côté négatif, c'est que on se rend aussi compte que finalement, dans ce paysage-là, les grandes entreprises ont très bien compris que l'étape suivante du développement, de leur développement, c'est aussi de se réapproprier la question politique. Donc de la même manière que Carrefour s'est mis à faire du bio il y a 15 ans et du commerce équitable et de je ne sais pas quoi, attendez-vous à voir débarquer sur un registre purement marketing, hein, dans les années qui viennent, des discours extrêmement politiques portés par des grandes entreprises cotées, capitalistes, classiques. Bon, l'autre jour, je suis passé, ça m'a subjugué, ben justement, c'était dans un carrefour, à l'entrée du carrefour, un carrefour bio, il y avait des tracts, enfin des tracts, on ne peut pas appeler ça des tracts, des prospectus commerciaux de Carrefour, disant Carrefour s'élève contre une loi, je ne sais plus, inique, scélérate, je ne sais plus comment il l'appelait, qui fait que les petits producteurs n'ont pas accès à leurs semences, et donc Carrefour va faire ceci, cela. Vache, c'est quand même assez bluffant. Et donc, le politique est en train d'être complètement réintroduit à l'intérieur du discours de ces grandes entreprises. Ça a commencé par les entreprises classiques de l'économie sociale, notez au passage. Il y a 15 ans, vous n'auriez jamais entendu une mutuelle d'assurance ou une banque coopérative communiquer sur le fait qu'elle était une mutuelle ou une coopérative. Jamais. Maintenant, vous regardez les spots publicitaires, que ce soit la Maïf, la Massif, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, etc., etc., toutes, absolument toutes, mettent cette caractéristique-là en avant. La banque qui appartient à ses sociétaires, assureurs militants, etc., etc. Toutes. Donc, oui, il y a une recherche générale d'alternatives, mais par ailleurs, il y a quelque chose qui, moi, me laisse penser personnellement qu'en réalité, l'entrepreneuriat social et solidaire et l'économie sociale et solidaire, qui a longtemps été cantonné à un truc un peu bizarre et marginal, en fait, est en train de devenir la norme. On va sans doute avoir, dans les années qui viennent, une économie qui ne pourra pas se passer en permanence d'avoir un discours politique et des actes. Oui, je suis Lafarge, j'ai licencié, mais j'ai créé une entreprise d'insertion, j'ai une fondation super, et mes cadres partent en mécénat de compétences, aider la Croix-Rouge, machin, gna 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 gna. Bon, c'est déjà le cas, c'est largement. J'ai rien contre Lafarge non plus. Bon, mais j'espère qu'il n'y a pas de... Je balance un peu quand même des noms comme ça, j'espère qu'il n'y a pas de cadre dirigeant de ces sociétés dans la salle, sinon... Ben si, j'espère en fait. Voilà, donc c'est une situation intéressante. Alors pour terminer, pour mettre en perspective ce qui peut se passer notamment d'un point de vue législatif actuellement, je ne sais pas si vous avez vu, il y a dans les tuyaux législatifs une loi qui s'appelle la loi Pacte, qui a dû être adoptée déjà en première lecture à l'Assemblée, qui doit passer au Sénat, enfin elle n'est pas définitivement adoptée, mais le processus législatif est bien entamé.
Et la loi Pacte prévoit que les entreprises, n'importe quelle entreprise, pourra à l'avenir avoir un double objet social. C'est-à-dire qu'elle pourra ne plus se contenter de vouloir réaliser du profit. Quand je dis ça, je ne mets aucun jugement de valeur. En fait, c'est le code civil et derrière le code du commerce définit une société tout court qui n'est pas coopérative, une société de capitaux. Elle la définit comme étant l'association de capitaux en vue de la recherche d'un profit. Donc je ne mets aucun jugement de valeur là-dessus. Mais c'est une définition stricte. Et la loi Pacte va donner demain l'occasion à Lafarge de pouvoir dire l'objet social de l'entreprise, nourri par des années de recherche de responsabilité sociale des entreprises, de plans de développement durable, de je ne sais pas quoi, va être la recherche du profit et faire le bien dans le monde. Donc on va avoir une reconnaissance presque légale de ce mouvement-là, ce qui est déjà le cas dans d'autres pays. La législation californienne ou portugaise, etc., a déjà été dans ce sens-là. Ce qui va, ce qui part d'un bon sentiment, mais ce qui va sans doute nous amener à être encore plus vigilants sur ce que l'on va pouvoir entendre des discours de ces entreprises-là. Parce que quand je disais il y a des projets politiques derrière ces entreprises, derrière toutes les entreprises d'entrepreneuriat social solidaire, je pourrais détailler ça pendant des heures. Il y a toujours des projets militants, en tout cas au départ. Souvent, dans l'économie sociale traditionnelle ou dans l'économie solidaire traditionnelle, on a eu tendance à le cacher, à ne pas le dire, à avoir un peu honte de dire ça. Sauf que là, maintenant, on a affaire quand même à des Google, par exemple, qui, eux, ont un projet politique extrêmement affirmé. Et eux n'ont pas peur de le dire. Mais demain, avec ces grandes orientations législatives qui sont en train de passer, elles vont pouvoir aussi légalement, juridiquement, dire « je représente l'intérêt général ». Je poursuis quelque chose d'intérêt général. Moi, Google, au travers de ce que je suis en train de faire, je suis bien en train de poursuivre le bien commun ou l'intérêt général. Donc, il faut faire un petit peu gaffe quand même à ça. C'est sans doute ce qui s'annonce dans les années qui viennent. Ça va être cette espèce de lutte pour savoir si les grandes entreprises de capitaux vont demain assumer quelque chose qui est la poursuite de l'intérêt général à la place du politique, parce que portant des projets politiques extrêmement forts et avec les moyens de les porter jusqu'au bout, exemple Google, ou est-ce que l'on va assister à des formes de renouveau de l'économie sociale ou de l'économie solidaire telle que traditionnellement elle s'était mise en place, c'est-à-dire des collectifs de personnes essayant par une démarche émancipatrice, de reprendre en main le contrôle sur des bouts d'économie s'appliquant à eux et essayant, de manière démocratique, de gérer ces bouts d'économie comme des communs et non pas comme des marchés. Ça va être sans doute le grand débat des années qui viennent autour de cette appellation d'entrepreneuriat social et solidaire. Voilà. Je m'arrête là, parce que Ah, et j'ai tenu exactement l'horaire. Ah, je ne suis pas peu fier. Merci beaucoup. Bon, je vais première salve. Je vais essayer de répondre rapidement ou de rebondir sur deux, trois choses. Alors, sur la loi, sur les dispositions, sur qu'est-ce que... Oui, je suis d'accord avec vous. De manière générale, je dirais... Alors, moi je viens du monde coopératif. Je suis un coopérateur culturellement. Je viens de ce monde-là. C'est vrai que je l'ai pas... je me suis pas présenté, enfin, mal l'a fait en vitesse, mais j'ai... une quinzaine, presque, ouais, un petit peu plus d'une quinzaine d'années maintenant d'expérience de création de coopératives ouvrières ou de coopératives de production de manière générale. Je viens plutôt de ce monde-là, avec notamment une coopérative qui est un petit peu connue dans le monde de l'économie sociale et solidaire, qui est Copanam, que j'ai eu la joie de diriger pendant très très longtemps et de fonder.
et de cofonder, de co-diriger, pour être juste. Dont je pourrais parler un petit peu tout à l'heure parce que ça fait écho à ce qu'on disait sur l'ubérisation. Et en fait, fondamentalement, je crois beaucoup aux principes coopératifs et aux formes coopératives d'organisation. J'y crois complètement. Et j'y crois parce qu'elles posent en effet ce qui me semble important, et je vous rejoins. Ce qui est le plus important dans cette histoire-là, c'est les fondements d'un rapport au pouvoir et d'un rapport à la propriété qui sont différents de ceux auxquels on a habituellement affaire. Donc oui, qui débouchent sur la démocratie, et oui, qui débouchent sur des notions comme les notions de réserve impartageable qu'on trouve dans les coopératives, dans les associations aussi, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais c'est sans doute ce qu'il y a, à mon avis, de plus fécond dans le monde de la coopération, qui est un monde qui existe depuis... les associations ouvrières, elles existent depuis les années 1830. Elles ont un droit qui existe en droit positif depuis très longtemps. C'est en général un droit qu'on retrouve dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que quand on parle coopérative en France ou en Argentine ou au Tadjikistan, on parle la même langue, on repose sur les mêmes principes. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose là qui est fort, qui est solide et qui est extrêmement fécond parce qu'on voit bien que toutes les problématiques auxquelles on va devoir avoir affaire dans les années et les décennies qui viennent reposent toujours cette question du rapport à la propriété et du rapport au pouvoir. Il faut absolument pouvoir sortir de ce cadre de pensée unique qui consiste à dire il y a une seule forme de propriété, c'est de la propriété individuelle, et quand je suis propriétaire de quelque chose, j'ai l'usus, j'ai le fructus, j'ai l'abusus, j'en fais ce que je peux, enfin je fais ce que je veux, et tout est appropriable. Voilà. Et pendant des décennies, la seule alternative à cette vision de la propriété était la vision proposée par le socialisme d'État à la mode soviétique et autres, qui était une forme qui ne remettait pas en cause finalement la propriété, qui en faisait simplement une propriété d'État, dite collective, mais d'État. On a sans doute besoin, pour aborder le monde qui vient, d'être un petit peu plus finaux dans les conceptions que l'on peut avoir de la propriété, se rappeler qu'on peut avoir des propriétés simultanées, des communs, des usufruits, tout un tas de choses qui existent déjà dans le droit, qui ont existé et qui correspondent beaucoup mieux, je pense, à une approche du monde dans lequel on vit, qui n'est pas une approche où on l'exploite totalement et jusqu'à la corde. Y compris en disant moi, société pharmaceutique, j'ai découvert le génome de telle plante en Amazonie, je pose un brevet dessus, plus personne n'a le droit d'utiliser cette plante. Mais on est quand même rentré dans des trucs de fou, hein. C'est quand même un truc de malade. Voilà. Bon, donc rapport au pouvoir, rapport à la propriété, c'est en effet le fondement. Si j'étais au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que je proposerais en alternative de la loi ESS ? En fait, pas grand-chose. Je vais le dire comme ça. Sans doute que d'un point de vue étatique, ça serait assez intéressant de travailler sur un droit coopératif qui soit un droit autonome. Aujourd'hui, le droit coopératif dans la plupart des pays du monde, et notamment en France, ce n'est pas un droit autonome, c'est un droit qui se rattache au droit des sociétés, qui a comme fondement le droit des sociétés, qui apporte des correctifs et des nuances par rapport au droit de société. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait un droit coopératif autonome, comme il y a un droit associatif finalement qui est autonome, et fonder un certain nombre de dispositions sur cette autonomie du droit. Ça pourrait être intéressant. Mais ce n'est pas la solution à tout. Je vous dirais presque... moi, je me sens plus militant qu'autre chose. C'est-à-dire que, à la limite, j'attends plus grand-chose de la part de l'État, quoi. Enfin, l'État a aussi montré à quel point il était je
je ne vais pas utiliser des mots qui fâchent, mais inefficace, on va dire, à porter un certain nombre de revendications de la société. Non, je crois vraiment que ce qu'il faut porter, ce n'est pas une revendication vis-à-vis de l'État, c'est une action entre nous. Et souvent, je me dis, c'est quand même dommage de voir qu'il y a une richesse de bonne volonté et de militantisme dans la société française, par exemple, qui est extraordinairement développée, mais qui s'investit dans des associations, dans des micro-projets, j'allais dire. Des micros ou des macros, peu importe, mais des projets qui sont un petit peu en silo les uns par rapport aux autres. Et avec cette difficulté de faire mouvement. Et c'est bien dommage, parce qu'en réalité, si tous les gens qui sont aujourd'hui un peu impliqués dans leur mutuelle, impliqués dans une assoce, qui ont à cœur d'aller consommer en allant dans leur supermarché Nouveau Robinson au bout de la rue, ou d'avoir un compte bancaire à la Nef, ou de je sais pas quoi, enfin on pourrait démultiplier les exemples, ou d'aller chercher leur électricité chez Enercop, ou voilà. Si tous ces gens-là pouvaient réaliser qu'en effet, il y a peut-être des idées politiques communes à tous ces engagements-là, et que tous ces engagements-là peuvent peut-être faire mouvement et représenter quelque chose politiquement, ça représenterait quelque chose pour le vrai, oui. Et pas simplement 10% des emplois, c'est vrai que c'est la ligne de communication, voilà, non, en fait c'est beaucoup plus profond que ça, c'est énormément de bonne volonté et d'engagement de la part de beaucoup de gens, quoi. Donc, je suis plutôt sur cette position-là. J'attends pas grand-chose de l'État. Par contre, j'essaye de passer ma vie à convaincre des gens et à les aider à organiser en outils économiques un certain nombre de revendications qu'ils ont. Voilà. Vous avez des idées, vous avez envie de faire progresser une certaine vision des choses dans la société, une vision de votre métier, une vision de la manière avec laquelle vous concevez l'éducation, ou voilà. Faites de l'économie, quoi. Faites de l'économie. N'attendez pas qu'une grande société transforme ce que vous voulez faire en un marché. Faites-le, quoi. Voilà. Donc créez des coopératives, créez des mutuelles, on y va, quoi. Et on fait de l'économie. Et je pense que c'est vraiment le vrai moyen de reprendre un pouvoir dans un monde où finalement le politique a plus beaucoup de pouvoir en réalité. Ubérisation. Oui, je suis d'accord avec vous, oui. C'est un petit bout du truc, l'ubérisation, mais l'ubérisation... alors, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé en racontant l'histoire des canuts, parce que d'un point de vue du rapport au travail, c'est vrai qu'on est revenu 150 ans en arrière. C'est-à-dire que... Alors, les premiers coopérateurs, et pendant très longtemps, avaient un ennemi dans la ligne de mire, c'était le salariat. Le salariat, c'était la chose la plus honnie qu'il soit pour les associations ouvrières du 19e siècle. Il fallait abolir le salariat. Sachant que le salariat, à l'époque, c'était la plus vile des conditions. On était privé de son outil de travail, etc. Donc l'association ouvrière était une manière de se réapproprier un outil de travail et de s'émanciper par rapport aux salariés qui étaient subordonnés, aliénés et tout ce que vous voulez. Ça, on a fini petit à petit par l'oublier. On l'a oublié parce que finalement, on a eu 150 ans, et ça a été très bien comme ça, on a eu 150 ans où c'est sur la base du salariat que se sont construits le droit du travail et les protections sociales. Aujourd'hui, oui, enfin aujourd'hui, il y a 10 ans encore, on pouvait décemment dire il vaut mieux être salarié plutôt que n'importe quoi d'autre, parce que le régime de protection sociale universelle qui s'applique aux salariés, le régime général, et puis le droit du travail, au moins c'est protecteur, quoi. Et heureusement qu'on a eu cette base de revendication qui a été travaillée par les syndicats pendant 150 ans pour avancer. Sauf que depuis... moi je dirais une vingtaine d'années. Je pourrais vous détailler pourquoi je le mets dans le milieu des années 90, mais je crois vraiment qu'il y a une date importante qui est au milieu des années 90. On a basculé vers un détricotage des protections sociales et du droit du travail. Et l'ubérisation n'est finalement que la énième étape et séquence de quelque chose qui est entamé depuis 20 ans. Vous prenez par exemple la manière avec laquelle, depuis 20 ans, on fait la promotion de l'entrepreneuriat individuel. On dit aux chômeurs, allez-y, créez votre entreprise. Vous allez sortir du chômage. On les envoie au casse-pipe. Hein.
Enfin voilà, et puis derrière on leur dit vous serez micro-entrepreneur, vous serez auto-entrepreneur, machin, autrement dit vous aurez zéro protection sociale ou presque, zéro droit, machin. Ça a démarré dans le milieu des années 90. Raymond Barre le disait déjà en 79, il faut que les chômeurs créent leur propre emploi s'ils n'en ont pas. Voilà. Il faut qu'ils créent leur entreprise. Bon. Donc c'est une vieille histoire. Hein. Mais l'ubérisation est en effet finalement c'est la cerise sur le gâteau. C'est finalement ce qui a permis de prendre conscience ces derniers temps qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait autour du détricotage du droit du travail, du statut des personnes, et qu'en effet on allait vers des systèmes d'entreprise dans lesquels, de sous-traitance en sous-traitance, au bout du bout, il y avait souvent un gars ou une fille qui était absolument seul et qui devait se démerder avec sa propre protection sociale. L'exemple typique étant les livreurs à vélo de chez Deliveroo, ou de chez Uber Eats ou de je ne sais pas quoi, qui sont tous auto-entrepreneurs. C'est des jeunes, ils n'ont jamais entendu parler de protection sociale de leur vie, ils ne savent pas ce que c'est, machin, etc. Et puis un jour, ils ont un accident, et puis Deliveroo dit bon, non, c'est pas nous. Hein. Nous, on n'est pas employeurs. Hein. Ils sont auto-entrepreneurs, c'est des livreurs indépendants, machin, bon, voilà. Donc on est on est là-dedans. Et finalement, ça, c'est extraordinaire de voir que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui existait avant le salariat. C'est-à-dire qu'on revient à une époque qui n'est pas très éloignée de celle des années 1830, hein, avec des gens qui sont des tâcherons, quoi, qui vendent leur force de travail à la journée, qui se démerdent pour leur protection sociale, ils se la payent eux-mêmes. AXA est très contente, hein, parce que derrière ça va faire des contrats à vendre. Et voilà, on est dans quelque chose qui est comme ça. Donc c'est un bout de la problématique, c'est évident, mais c'est un bout important, oui, sur le rapport au travail. Expérience personnelle. Je suis désolé. J'ai pas. Attendez, je mets mes lunettes, parce que je ne vois pas. Ouais, voilà. Je vous chanterai une chanson tout à l'heure, je vous ferai un truc. Bref, qu'est-ce que... Voilà. Oui, l'individualisation, et donc c'est vous qui disiez ça, monsieur, en lien avec l'ubérisation. Est-ce qu'on va vers une individualisation oui, sans doute. Une atomisation, oui, sans doute. Après... Bon, il faudrait revenir sur des fondements de philosophie politique. Je pense qu'il n'y a pas plus d'individualisation fondamentalement aujourd'hui qu'il y en avait avant. Par contre, ça c'est sûr que un marché se crée toujours sur, plus ou moins, sur la destruction ou l'éraflure d'un lien social. Quand il y a un lien social, il n'y a pas de marché. Quand vous brisez le lien social, vous pouvez marchandiser le lien social qui préexistait. Donc évidemment, c'est une des forces du capitalisme depuis 300 ans, 400 ans, que de marchandiser les liens sociaux. Il n'y a pas eu que des inconvénients à ça. Hein. Moi, je ne jette pas le bébé, l'eau du bain et tout ça. Enfin, voilà, je ne dis pas le contraire. En revanche, je pense qu'il y a en effet une urgence à repenser en individus intègres et intégrés. C'est compliqué parce que en effet, les boîtes, pour leur marketing, nous découpent en petites tranches. Et les politiques le font aussi. C'est-à-dire qu'on est tenu d'être un consommateur et uniquement un consommateur quand on vous dit c'est bien que vous d'ouvrir les magasins le dimanche, et puis après on est tenu d'être un producteur quand il faut aller bosser le dimanche. Donc on est saucissonné en permanence, on s'adresse en permanence à des petites parts de nous-mêmes. Et la seule solution à ça, encore une fois, c'est de tout réintégrer dans une forme de citoyenneté économique. C'est ça la citoyenneté. La citoyenneté, c'est savoir aussi négocier dans
dans sa pensée et dans ses actes, parfois des injonctions qui sont contradictoires, quoi. Ouais, je suis à la fois un producteur, à la fois un consommateur, à la fois un épargnant, à la fois... Oui, je suis tout ça. En tant que citoyen, je suis capable de réfléchir et de définir ce que c'est que l'intérêt général, y compris s'il va à l'encontre de mes propres intérêts. Si je suis en permanence saucissonné, je deviens extrêmement égoïste. Donc oui, il y a sans doute quelque chose contre lequel il faut lutter. Et c'est vrai que l'économie sociale telle qu'elle s'est définie, encore une fois, au milieu du 19e siècle, encore une fois, c'était cette idée de double qualité, c'était cette idée de citoyenneté économique. Donc ça reste des modèles et des aspirations qui sont diablement d'actualité, quoi. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Mais évidemment, j'écris tellement mal que j'arrive pas à me relire, évidemment. Question, gestion, non, je crois bien. Je crois. Il y a des tentatives de régulation par filière pour le cas de McDonald's, dans une campagne internationale. Il faut savoir que si McDonald's achetait du bœuf, si ça existait du bœuf écolo en France, c'est le plus gros consommateur de bœuf en pays. Donc il y a des effets massifs sur. Donc il y a des différentes tentatives américaines qui viennent, il y a toute une stratégie sur les filières, il y en a en France. On n'entend pas, monsieur. Oui, une stratégie de régulation par filière, une stratégie transnationale, internationale. On prend une grosse boîte et on prend votre idée que les boîtes ont une politique et on décide d'imposer sur les boîtes une politique. Donc là, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous dépassez mes capacités de réflexion. J'en pense pas... Ça me rappelle, je ne vais pas répondre, j'en pense pas grand-chose. Je ne me suis jamais intéressé à ça particulièrement. Pardon, je ne suis plus dans le micro. Mais ça me fait penser, alors peut-être que je suis un petit peu à côté de la plaque, hein, mais je ne crois pas. Ça me fait penser au débat qu'il y a pu avoir dans le monde du bio, il y a 10-15 ans, où il y avait des précurseurs, Andine, les nouveaux Robinson, voilà, il y a tout un tas de précurseurs qui ont essayé de faire la promotion de l'agriculture biologique, de la consommation du bio, etc., qui existent encore maintenant, mais qui souffrent beaucoup. Il y avait aussi Artisans du Monde, par exemple, à cette époque-là. Et puis, à un moment donné, la grande distribution a commencé à s'intéresser à ça, en se disant il y a un marché. Et ça a provoqué un vrai débat identitaire dans ces milieux-là, avec, qui n'est toujours pas réglé quelque part, avec tout un tas de gens qui disaient si on commence à aller dans la grande distribution, on va perdre notre âme, et donc il ne faut surtout pas y aller. Et puis d'autres qui disaient oui, mais la grande distribution, c'est l'occasion de démocratiser le bio et de le vendre à vaste échelle. Et les deux sont vrais, en fait. L'histoire a montré que de toute façon, le bio a bel et bien été récupéré, je dirais, par la grande distribution. Aujourd'hui, vous avez une augmentation absolument incroyable et phénoménale de la consommation du bio en France. Mais ceux qui profitent de cette augmentation de la consommation bio, c'est Carrefour Bio, Bio c'est bon qui est un goût d'Auchan. Voilà, c'est pas les nouveaux Robinson et c'est pas Andine. Et au passage, oui, on achète du bio qui n'est pas de saison, du bio qui vient de Nouvelle-Zélande sous film plastique, du bio, ok. Je sais pas moi, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, est-ce qu'on aurait dû... c'est compliqué, les boîtes capitalistes ont une vraie grande capacité à se réapproprier les armes de l'ennemi, comme dirait l'autre, qui est quand même assez phénoménale, et au passage à pousser leur feu. Donc voilà, et la logique de filière, elle rentre complètement là-dedans. En effet, il y a des...
il y a des récupérations et des réappropriations de filières entières avec des discours marketing très forts derrière de la part de certaines industries, oui, c'est évident. Bien sûr. Bah, ce soit aussi sur l'électricité verte, etc. Enfin, il y a beaucoup de discours de ce type-là. Merci. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Si vous n'attendiez rien de l'État, Ouais. je voudrais savoir ce que vous attendez par contre des collectivités locales, des communes, des départements. Et puis une autre question, plus sur ce que vous pensez des monnaies locales ou des démarches de ce type-là pour réinvestir l'économie locale et comment ça peut travailler avec la question de l'économie sociale. Ouais. Ah, les monnaies locales, alors les monnaies alternatives de manière générale, c'est vachement intéressant. Je crois qu'il y a comme ça des... Si on veut faire fondamentalement évoluer les choses, si on veut véritablement faire en sorte que l'économie aille dans le bon sens, il va falloir s'attaquer pour de vrai à la question de la monnaie. Et ça, c'est en débat. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a plein d'expérimentations de monnaie locale, etc. etc. Mais je ne vais pas dire que ce n'est pas bien, mais ça ne va pas assez loin. C'est-à-dire qu'il faut, il faut battre monnaie. Sans doute que les technologies numériques nouvelles, type blockchain, etc., vont permettre de passer un cap et de permettre à des citoyens de battre monnaie en dehors de l'État. Voilà. Donc il y a sans doute des pistes intéressantes là-dessus. Mais ça dépasse de loin la problématique de la monnaie locale. Et l'autre grosse montagne à laquelle il faut s'attaquer, c'est la comptabilité elle-même. Alors, la comptabilité, ça emmerde toujours tout le monde, quoi. Mais en réalité, je pense qu'il faut bien se rendre compte que les outils comptables, la manière de compter les choses, et notamment la richesse, elle est totalement dictée par une certaine manière de voir les choses qui est américaine, qui est privée et qui est ultra-capitaliste, ultra-libérale. Et tout le monde doit s'y plier. Et tant qu'on n'aura pas réussi à qu'on n'aura pas essayé de s'attaquer à ça, on aura du mal à faire avancer l'idée d'une économie différente. Il faut aussi qu'on impose l'idée de compter différemment. Et j'ai dit ça, alors ça touche, enfin, c'est la comptabilité depuis toujours, depuis qu'elle a été inventée dans le nord de l'Italie au Moyen-Âge, hein, enfin, la double partie, etc., etc. Ça a toujours été une comptabilité qui était à visée de conservation du capital, et pas d'autre chose. Après, depuis 20 ans, c'est aussi imposé petit à petit des normes comptables internationales nouvelles, qu'on appelle les IFRS, qui sont encore plus catastrophiques, puisqu'elles sont totalement orientées et dédiées vers la financiarisation de l'économie et la recherche d'un profit financier le maximum et plus rapidement possible. Et tout le monde y adhère. Tout le monde y adhère. C'est-à-dire, y compris l'Europe, il y a 20 ans, a dit ouais, c'est une bonne idée d'imposer ça aussi aux grands groupes en Europe, quoi. Donc c'est du boulot que de lutter contre ça. Et ça, on ne s'en rend pas compte. On a toujours des gens du MEDEF et autres qui viennent dire regardez le code du travail comme c'est épais, comme c'est lourd, comme c'est compliqué. Jamais personne ne vient dire regardez le code des IFRS comme c'est lourd, comme c'est compliqué. Oui, mais c'est comme ça et je peux vous assurer qu'il est extrêmement normatif. Et ce ne sont pas les États qui le fabriquent, hein. Ce sont des officines privées américaines et ça s'impose au monde entier, quoi. Voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous raconte ça. Je me suis éloigné, excusez-moi. Aucun rapport. Ça fait partie des chantiers de l'économie sociale et solidaire, enfin, de tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont envie d'inventer de l'économie différemment. Il faut aussi poser la question de comment est-ce qu'on compte et avec quoi on échange et quel type de monnaie. Collectivité locale. Oui, c'est important. Là, pour le coup, oui. C'est-à-dire qu'on a vraiment, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, derrière notamment tous les projets coopératifs qui voient le jour, il y en a beaucoup, ou associatifs qui font de l'économie et qui voient le jour en ce moment, il y a vraiment une prise de conscience du fait qu'être ancré sur un territoire, c'est important.
Et donc l'échelon de la collectivité locale, donc quelle qu'elle soit, mais d'une collectivité locale, il est super important. Si on veut, il y a vraiment des leviers d'action intéressants à faire en sorte que des collectivités locales participent à des mouvements économiques qui associent différentes parties prenantes, qui intègrent la notion de commun, etc., etc. Il y a vraiment un boulot qu'il est possible de faire là-dessus et qui n'est pas forcément d'ailleurs, qui passe pas forcément par un financement bête et méchant. Enfin, ça peut être différemment. Il y a une forme coopérative, par exemple, qui a beaucoup de succès. Qui draine pas mal d'entrepreneuriat coopératif ces dernières années, c'est celui de la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, qui est une forme qui existe depuis 15 ans seulement en France et qui est vachement intéressante parce qu'elle permet de créer une coopérative dans laquelle il n'y a pas simplement un type d'associé qui a une aspiration, avec ces systèmes de double qualité dont je parlais tout à l'heure. On est tous coopérateurs, tous consommateurs, on crée une coopérative de consommateurs, on est tous déposants, on crée une coopérative bancaire, non ? Enfin voilà, on sort de ce schéma-là où tous les associés ont poursuivent le même objet, pour passer à un mode coopératif dans lequel il y a plusieurs collèges qui représentent des parties prenantes différentes. Et on peut prévoir des collèges dans lesquels la puissance publique, les collectivités locales sont sociétaires. On peut prévoir des collèges dans lesquels on associe dans un collège les consommateurs, les usagers, et dans un autre collège les travailleurs et les salariés de la coopérative. Donc c'est vachement intéressant, c'est un outil de développement local vraiment super, qui permet vraiment d'appréhender de manière totalement coopérative, en mettant autour de la table toutes les parties prenantes, et y compris la puissance publique locale, une problématique qui doit, voilà, pour laquelle tout le monde a un intérêt à ce que ça marche, quoi. Parce que ça va créer de l'emploi, ça va créer de la richesse, ça va, puis local, hein, vraiment on crée localement. Oui, on va revenir sur cette question. Effectivement, les SCIC, donc les sociétés coopératives d'intérêt collectif, permettent d'associer à la fois des citoyens, des collectivités locales et même des entreprises, des entreprises privées, ce qui est extrêmement intéressant. Et je voudrais insister sur un point, c'est que les citoyens dans cette nouvelle forme de coopérative peuvent apporter de l'épargne. C'est aussi un moyen de faire en sorte que l'épargne, au lieu d'aller dans le charbon, le pétrole, via les assurances vie, les comptes titres et autres qui sont gérés par des banques et dont on ne sait pas où est notre argent, de placer son argent dans des formes d'économie qui ont un sens. D'abord parce qu'on sait à quoi va servir l'argent, effectivement, et d'autre part, c'est un argent qui va être dépensé localement, donc il va faire travailler des entreprises françaises, des travailleurs dans le coin, et pas justement des corporations aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, cet aspect de l'épargne, parce que l'épargne privée en France, on est quand même dans la semaine de l'économie sociale et solidaire, il faut rappeler que l'épargne privée, c'est-à-dire financière, pas le patrimoine immobilier, parce que les gens dans leur livret d'épargne, leur plan de retraite, etc., tout n'est pas bloqué là-dedans, c'est quand même 4 700 milliards d'euros. 4 700 milliards d'euros. C'est plus de 10 fois le budget de l'État. C'est énorme. Il y a une quantité d'argent énorme en France qui est détenue par les particuliers. Alors il y a des champs sur lesquels l'État, effectivement, qui n'a plus beaucoup d'argent, ne peut pas faire grand-chose, alors que les particuliers peuvent investir dans des projets qui, pour eux, une petite partie de leur épargne, en tout cas, des projets qui ont un sens et qui sont locaux. Et ça, effectivement, je trouve que le fait que des collectivités puissent s'associer avec des citoyens et des entreprises, si possible locales, pour des projets qui ont un sens, chacun sait à quoi va servir l'argent, c'est quelque chose qui mérite d'être développé. Moi, je réagis directement à ce que vous dites. Vraiment, je vous incite à... Enfin, si par bonheur vous avez des petits pécules à placer, etc., je vous incite en effet à les investir directement dans des entreprises que vous connaissez, coopératives ou autres. Enfin voilà, vous allez consommer dans un magasin coopératif, mais devenez sociétaire, prenez des parts, investissez à l'intérieur. Prenez votre électricité chez Enercop, mettez du capital à l'intérieur d'Enercop. C'est pas ça qui va vous rapporter de l'argent. C'est pas une logique de placement. Mais réellement,
vous aiderez très directement des entreprises qui en général ne roulent pas sur l'or parce qu'elles n'ont pas accès au marché de capitaux classiques, elles n'ont pas accès à des business angels ou des je sais pas quoi, des investisseurs, voilà. On n'est pas dans cette logique-là. Vous les aiderez à avoir des fonds propres et donc à se développer. Je dis ça parce que, à contrario, tout ce qui est placement éthique, entre guillemets, dans des banques, alors il faut bien réaliser que quand vous prenez un livret d'épargne éthique, c'est défini par la loi, hein, je ne sais pas moi, dans une banque, quelle qu'elle soit, le fait que ça soit éthique signifie que 5% des actifs du portefeuille sont éthiques. 5%. 95% ne le sont pas. Et comment est-ce qu'on définit un fonds, le fait que l'investissement soit éthique? Tout simplement parce qu'il a reçu un coup de tampon d'une agence qui lui a dit que c'était éthique. Et donc vous avez absolument tout et n'importe quoi là-dedans, c'est-à-dire y compris voilà, des gens qui plantent des palmiers dattiers à perte de vue en Indonésie, oui, mais ils plantent, hein, donc ils sont éthiques. Donc, voilà, ça rime à rien. C'est pas avec les placements bancaires dits éthiques qu'on change les choses, plutôt avec de l'investissement direct dans des cigales. Il y a beaucoup de manières de faire qui sont intéressantes. Sur les SIC, c'est ma petite pique du soir, mais à noter que le gouvernement actuel, dans la loi de finances là, qui vient de passer, vient de supprimer la toute petite, le tout petit aménagement fiscal et avantage fiscal que pouvaient posséder les SIC. C'était rien du tout, c'était une petite disposition qui permettait de ne pas payer l'impôt sur les sociétés sur un certain nombre de bénéfices qui sont de toute façon qui restent sur le territoire. Ça a été supprimé par la loi de finances votée par le gouvernement, enfin par le Parlement, réintégré, resupprimé, réintégré, enfin qu'on ne me dise pas que c'est une erreur d'amendement, on l'a vraiment supprimé alors que je ne sais pas ce que ça va rapporter à l'État, mais rien en fait. Je soupçonne là quelque chose qui est véritablement politique. De la même manière, non pas le gouvernement actuel, mais le précédent, et notamment un ministre de l'économie qui s'appelait Macron à l'époque, avait supprimé la disposition qui permettait d'avoir une petite réduction fiscale quand on investissait dans une PME, quelle qu'elle soit, notamment une coopérative, mais pas seulement. Investir dans une PME, c'est plutôt une bonne idée. On pouvait déduire 20% des sommes investies, un petit peu moins même, dans sa déclaration d'impôt. Ça non plus, c'est plus possible. Donc, il y a quand même un décalage fort entre certains discours et la réalité des micro-dispositions votées par l'État qui est assez flagrante. À propos des investissements éthiques, oui. Me vient l'idée de la Maïf qui investit dans des pré-centres de rétention concernant les exilés qu'on appelle les PRADA. Les PRADA, c'est le programme régional d'hébergement, je ne sais pas. Bon, j'ai plus la totalité de l'acronyme en tête, où en fait ce sont des hôtels Formule 1 qui ont été rachetés. Le gardien de l'hôtel Formule 1 est reconverti en travailleur social. Et c'est en fait l'antichambre du centre de rétention. Il y en a plusieurs en France, et la Maïf, à travers un fonds, je n'ai plus tous les détails là-dessus, associé avec la BNP et la Caisse des dépôts, donc a investi dans le fonds pour ces PRADA. Donc on a demandé à la Maïf de s'expliquer, on n'a jamais eu l'explication. Ils ont dit que c'était du social et que c'était très bien, mais bon. Vous m'apprenez un truc, je vais m'enseigner. Alors si vous voulez, je vous enverrai les On n'a pas bien entendu. Ah, zut. Bon, je vais essayer de le dire plus fort. Oui, voilà. Donc, la Maïf, moi aussi je peux faire à la Maïf. La Maïf, à travers un fonds dont j'ai malheureusement oublié le nom, donc je n'ai pas ce en tête, a investi avec la BNP et la Caisse des dépôts dans des, on pourrait dire l'antichambre des centres de rétention, qu'on appelle les PRADA. C'est pour les étrangers? Oui,
Formule 1 qui ont été rachetés, où on a parfois reconverti le gardien en travailleur social, et où c'est des endroits où sont surtout logés les débutés du droit d'asile. C'est l'antichambre du centre de rétention, mais il paraît que c'est très bien puisqu'on fait exactement des demandeurs d'asile, débutés. Donc la Maïf a investi là-dedans avec tout un calcul très lourd de petites journées en allant évidemment au moins 10 ans. Et encore une fois, ça amène où le travailleur social qui va aider les gens, c'est l'ancien gardien de nuit qui est reconverti en travailleur social. Voilà où la Maïf a investi. Je peux vous envoyer une dossier si vous voulez, vous les faites. Ouais, moi je ne connaissais pas, je note ça. Alors c'est pas pour récupérer le truc, mais l'histoire de la Maïf, c'est une histoire, ça illustre bien ce que je pouvais raconter sur la force d'un projet politique, et puis quelque part aussi la manière avec laquelle il peut se déliter ou il peut se diluer dans le temps. C'est-à-dire que l'origine de la Maïf, c'est quand même dans les années 30. La création d'une mutuelle le jour où les enseignants, les instituts se sont rendus compte que les fonds dans lesquels ils plaçaient leur argent, qui était des compagnies, finançaient très largement les mouvements d'extrême droite. Il y avait un financement de l'extrême droite qui se faisait de cette manière-là. Et donc la Maïf est née vraiment de cette volonté du corps enseignant de ne pas financer l'extrême droite dans les années 30. C'est vraiment un pur projet militant au départ. Après, voilà. C'est parti des lycées que j'étais moi-même à la Maïf. J'ai quoi? Ah oui, là, oui, bien sûr. Allez-y. Où il doit y avoir la même somme placée, donc ça ne peut pas changer l'économie générale, puisqu'il doit y avoir la même somme. Donc si ça augmente, ça augmentera aussi l'argent qui est placé à côté. Voilà. Ça c'est une chose. Et puis alors, vous avez parlé des communs. Les communs, justement, c'était une bonne chose quand ça existait encore, mais en France, c'est en train de disparaître de plus en plus. Par exemple, les terrains communaux, avec le roman Provence, ça a disparu, par exemple, c'est un exemple. Mais tout ce qui est commun, tout ce qui est vie en communauté, tout ça, quand il y a des relents de recréer ce genre de choses, quand on voit Notre-Dame-des-Landes, cette idée-là qui est écrasée par 2500 gendarmes, voilà, bon, ça c'est un exemple. Moi, ce qui m'inquiète dans ce que vous avez dit surtout, c'est que quand vous dites qu'il n'y a pas d'individualisme, c'est là que vous m'inquiétez le plus. Parce que vraiment, je ne vois pas en quoi on n'a pas d'individualisme avec cette idée d'ubérisation, d'entrepreneuriat individuel, de plus inciter les gens à plus aller dans ces entreprises à se débrouiller par soi-même. Pour moi, c'est vraiment de l'individualisation. Et puis de plus toute la spécialisation, on n'est plus capable de faire soi-même les choses. On a tous des métiers de plus en plus spécialisés. On n'est plus capable de maîtriser ce qu'on utilise tous les jours par la spécialisation. Et par rapport à la propriété, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Vous avez parlé de socialisme, des grandes idées sociales qu'il y a eu dans le passé. Moi, je pense par
exemple, un exemple, le sol, en France, le sol, la surface, quand on est propriétaire d'un terrain, le sol il appartient au propriétaire, mais le sous-sol appartient toujours à l'État. Alors qu'en Amérique, c'est vraiment, quand on achète quelque chose, on peut en faire tout ce qu'on veut, on a la propriété de tous les étages de l'intérieur. Et moi je pense que il faut trouver quelque chose qui soit ni l'un ni l'autre, mais qui soit quelque chose de plus un commun, où on peut ne pas être propriétaire individuellement de la chose, mais comme terre de lien, où c'est plutôt cette idée-là qui serait une troisième voie plus intéressante. Il n'y avait pas. Oui, l'autre est. Ah oui, il est réparé. Voilà. Une question très courte. Vous avez parlé, on vient d'en parler, mais vous avez introduit la notion de commun. Est-ce qu'il y a une réflexion actuellement en cours sur cette notion-là, qui s'oppose, on va dire, à la notion de propriété capitaliste? Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Oui. Je peux le faire. Oui, c'est une notion qui est très à la mode chez les universitaires. Elle est apparue un peu de nulle part, c'est-à-dire qu'elle a été portée par une économiste qui s'appelle Elinor Ostrom, qui est décédée maintenant, mais qui a reçu l'équivalent du prix Nobel d'économie il y a une dizaine d'années, sur ses travaux sur les communs. Ça a remis à l'ordre du jour cette notion-là, enfin, Marx en parle, hein. Enfin, voilà, enfin, pour le remettre dans une perspective un peu historique et sans doute un peu marxiste, mais pas seulement. Il y a vraiment cette idée que le capitalisme est sans doute né dans les campagnes anglaises au XVIe siècle, avec le mouvement des enclosures, c'est-à-dire le fait de faire passer dans une forme de propriété privée exclusive des choses qui étaient communes, que ce soit des terres, des communaux, ou des droits d'affouage, de glanage, enfin, voilà, qui permettaient aux gens de... Et Marx, Marx, comme historien en tout cas, a mis sans doute le doigt sur quelque chose de très intéressant. Enfin, il y a du débat autour de ça, mais finalement, pas fondamentalement. C'est clair qu'un certain nombre d'outils du capitalisme se sont mis en place petit à petit à cette époque-là et sous ce mouvement-là de conquête par la propriété privée de choses qui étaient des communs. Donc Elinor Ostrom a repris cette idée de commun qui a été extrêmement dépréciée par tous les économistes depuis 100 ans, avec notamment une expression qu'on utilise souvent qui est la tragédie des communs, c'est-à-dire des économistes qui ont essayé de montrer par A plus B qu'en fait quelque chose qui était géré en commun courait à sa perte, et que la bonne formule était bien l'exploitation privée des ressources, sans quoi il y avait du gâchis. Et Ostrom a essayé d'étudier un certain nombre de mécanismes partout dans le monde où on continue d'exploiter, à faire de l'économie à partir de communs, alors notamment dans des pêcheries, notamment dans des... Et c'est ces travaux-là qui ont été récompensés par le prix, l'équivalent du prix Nobel d'économie il y a une dizaine d'années, et qui ont fait revenir vraiment à la surface cette notion-là. Là, en ce moment, ça part dans tous les sens. Moi, je connais des dizaines et des dizaines et des dizaines d'universitaires, économistes, sociologues, historiens, etc., qui travaillent sur cette notion. C'est un peu à la mode, donc c'est compliqué, parce que finalement, il y a 1000 définitions, il y a 1000 approches différentes, mais ce qu'il y a à retenir, sans doute, c'est l'intérêt qu'il peut y avoir de la part des économistes de se dire, en effet,
quand quand on fait de l'économie en essayant de penser la propriété de manière différente, voire même en essayant de la faire reposer sur une non-propriété, sur quelque chose qui ne relève pas de la propriété, on arrive quand même à faire de l'économie efficace et efficiente. Et donc il y a un certain nombre de travaux là-dessus, c'est très à la mode, et c'est intéressant pour le courant d'air que ça apporte, notamment dans les théories économiques. Moi je préfère le voir comme une non-propriété. C'est vraiment, enfin, le bouquin qui a eu le plus de succès sur les communs en France, c'est signé par Dardot et Laval il y a quelques années, a vraiment cette approche-là, de se dire le commun, pas les communs ni les biens communs. Le commun, c'est tout ce que l'on crée ensemble, qui n'est pas appropriable et qui permet de mettre en place un mode de gestion collective d'une ressource, d'une activité économique, d'un bien quelconque, voilà, et de le faire sur un mode démocratique. Donc c'est presque plus un modèle de construction du gouvernement d'une chose ou d'une activité économique plutôt qu'un rapport à la propriété. C'est intéressant. Donc quand je disais tout à l'heure le coopérativisme est fécond, oui, il est fécond à ce titre-là, c'est-à-dire qu'au travers des entreprises d'économie sociale classiques, traditionnelles, coopératives ou mutuelles, il y a bien quelque chose qui est un rapport à la propriété différent. Donc il y a la vocation à faire se rencontrer ces logiques, ces réflexions qui sont très universitaires sur les communs, avec des pratiques qui sont les pratiques coopératives et le droit coopératif et l'histoire coopérative. Il y a vraiment quelque chose qui peut se nourrir mutuellement de manière assez féconde. L'individualisme. Non, mais je suis d'accord avec vous. Non, en fait, j'ai joué sur ce que je voulais dire, mais c'est vraiment c'est anecdotique, c'est un détail. Je suis d'accord avec vous fondamentalement sur le fait que, oui, à la fois qu'on casse toutes les formes de collectifs, ils sont cassés, très clairement, et aussi qu'on saucissonne les intérêts des êtres humains individuellement. Tout ça participe d'un même mouvement. Et donc on peut l'interpréter comme quelque chose qui est une individualisation, c'est clair. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il ne faut pas trop... simplement, il faut faire gaffe à dire c'est nouveau. Voilà. On est aussi sur des sociétés démocratiques, issu des Lumières, issu aussi de la philosophie médiévale dans un certain sens, et en tout cas de l'humanisme de la Renaissance, qui vraiment se sont fondés aussi sur de l'individualisme. C'est la reconnaissance de l'existence de l'individualité, quoi, qui fonde nos modes de fonctionnement aujourd'hui. Et sans doute que le capitalisme est aussi issu de ça. Donc c'est pas nouveau. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas nouveau. On a toujours été centré sur l'individu et sur l'individualité, c'est clair. Après, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a quelque chose de très dangereux et de très inquiétant dans la manière avec laquelle disparaissent tous les corps intermédiaires. Ouais. J'ai pas entendu. Oui, au travers de communautés paysannes, machin. C'était pas mieux, hein. Enfin, moi, je regrette pas le monde des corporations où le patron devait donner l'autorisation à son apprenti de se marier. Je regrette pas le monde paysan étouffant dans lequel les gens étaient aliénés par le curé et enfin voilà, il faut l'individualisation, c'est aussi ça qui a amené
qui a amené la citoyenneté, hein, quelque part. Par contre, je pense que c'est intéressant de reprendre cette citoyenneté et de la pousser à bout. Ce que je disais en intro sur l'idée de citoyenneté économique, c'est vraiment de réfléchir à la manière avec laquelle on continue à faire vivre des collectifs, des manières collectives d'entreprendre, de faire les choses, et dans lesquelles on se vit comme citoyen économique aussi, et pas simplement comme citoyen politique, quoi. C'est vraiment fondamental. Vraiment fondamental. Là, ce qui se passe sur la protection sociale, enfin, c'est en lien avec l'ubérisation, hein, mais c'est ça, quoi. Enfin, on est soumis à des tirs de barrage rhétoriques extrêmement puissants, quoi. Ça fait des années et des années qu'on parle des charges des entreprises, des pauvres entreprises qui ont des charges. Oui, comptablement, ce sont des charges, je suis bien d'accord. Mais quand on parle de ça, on parle en fait des cotisations sociales. Donc on parle de salaire, en fait, on parle de revenus, on parle de tout ce qui est socialisé entre nous et mis dans des grands pots communs pour permettre à des gens qui sont trop vieux, trop malades, trop morts, trop enceintes, trop ce que vous voulez, pour pouvoir travailler et d'avoir un revenu dans ces moments-là. Donc laisser filer et déconstruire notre protection sociale avec des politiques qui arrivent à mettre dans la même phrase le fait que mon pauvre monsieur, l'hôpital n'a plus un rond, c'est dramatique le système de santé comme il part à volo, mais vous comprenez bien que les entreprises ont trop de charges. Ah oui, mais il y a comme un lien, quoi. Enfin, à force de baisser les cotisations sociales, il ne faut pas s'étonner derrière qu'on n'ait plus de protection santé. Enfin, vu que c'est la Sécu qui finance. Donc, voilà, il y a tout un tas d'éléments de rhétorique comme ça qui nous poussent, en effet, alors je ne sais pas si c'est de l'individualisation, je ne sais pas, mais en tout cas à penser de manière extrêmement égoïste nos conditions, et au détriment de choses formidables qu'on a pu mettre en place de manière collective, comme par exemple un système de protection sociale qui est quand même assez formidable, quoi. Avez-vous entendu parler de l'homme unidimensionnel de Herbert Marcuse ? Oui. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai entendu parler de lui. Modèle économique, en fait, enfin modèle économique, vous disiez que les associations, les gens avaient du mal à trouver un modèle économique pour faire leurs activités coopératives. Parce que moi je suis assez sensibilisée par cette question, parce que les associations n'ont pas d'argent. Il y a un certain nombre de gens qui travaillent, qui épuisent et qui n'en vivent pas, dans des conditions problématiques, alors que le bénéfice pour la société est quand même assez important. Et on s'interroge tous les jours, nous, en tant qu'association, sur comment faire pour gagner de l'argent. Et on ne sait pas, mais il faudrait peut-être que... je ne sais pas. Je vous pose la question. Mais je ne sais pas moi-même. Moi, je suis en permanence dans le rouge depuis 20 ans, donc si je savais... merde, pardon, je me fais enguirlander par... Non, c'est bon. La question des modèles économiques, elle est compliquée. Enfin, je sais, je le vis tous les jours, des projets associatifs dans plein de milieux. Par exemple, dans le domaine sportif, c'est très à la mode en ce moment. Il y a plein de fédérations sportives et tout qui se disent il faut qu'on transforme les associations, qu'on les aide à devenir des coopératives, parce que si elles vont s'en sortir en pouvant avoir une activité économique assumée, etc. Mais c'est pas parce que vous vous transformez en coopérative que vous réglez le problème du modèle économique, quoi. Il va bien falloir à un moment donné générer de l'argent pour pouvoir le distribuer, payer des gens. Il faut générer de l'argent, quoi. Donc non, c'est pas une question simple du tout. C'est pas une question facile. C'est une question sur laquelle en plus dans cette économie sociale notamment ou coopérative, on n'est pas avantagé. C'est-à-dire que les projets économiques, si on veut qu'ils se développent, on a besoin aussi de capitaux. Or, quand on n'est pas une société de capitaux, on a un accès au capital qui est quand même vachement plus compliqué.
On a peut-être aussi parfois des problèmes de culture économique ou de réticence vis-à-vis de l'activité économique dans nos milieux militants qu'il faut dépasser, quoi, qui sont pas évidents. Et puis, faut reconnaître aussi, on a de moins en moins d'alliés. Alors moi, je vois la différence entre aujourd'hui et il y a 15 ans. Quand il y a des projets coopératifs qui voient le jour quelque part, c'est beaucoup plus difficile d'aller trouver de l'aide auprès des collectivités locales, aide financière, parce que la loi a changé, parce que, beaucoup d'éléments, hein. Pas simplement ils sont plus pauvres, hein, non, c'est le cadre juridique a aussi évolué, fait que une association ou une coopérative peut plus difficilement être aidée aujourd'hui qu'elle ne le pouvait il y a 10 ou 15 ans. On n'est pas avantagé sur les marchés, on n'est pas avantagé dans les appels d'offres, on n'est pas avantagé, la Caisse des dépôts qui était un acteur historique du développement de ce type d'économie ou d'entreprise est en train de tourner Kazakh et est en train de devenir une sorte de banque à moitié publique, à moitié privée, qui n'a pas d'autre objectif que... voilà, on est dans une forme de... Non, le pays... Non, je ne vais pas vous plomber, on ne va pas terminer sur... non, on ne va pas faire ça. Mais bon, c'est vrai que le contexte est compliqué. Le contexte est compliqué et il y a beaucoup de boulot pour renverser la vapeur. Après, il y a aussi des choses qui existent, qui se passent et qui sont pleines d'espoir finalement sur ce qu'on peut faire. Je crois que vraiment il y a eu des progrès technologiques dans le numérique qui permettent de penser certaines choses de manière différente et de refaire du coopératif ou du mutualiste là où il n'y en avait plus. Il faut qu'on puisse exploiter ces potentiels technologiques à fond. Parce que Internet, ça permet de faire de la mutualité, ça permet de faire du pair à pair, parce que la blockchain, ça permettra demain de faire du contrat mutuel sans passer par une instance centralisée. C'est un peu technique tout ça, mais voilà, il y a des choses intéressantes là-dessus. Je pense que la prise de conscience des gens, elle est vachement intéressante. Il y a beaucoup d'expériences qu'on voit fleurir un petit peu partout de gens qui essayent réellement de mettre en place des formes très alternatives de logique de vie et qui vont très loin là-dedans, y compris à grande échelle. Il se passe des trucs assez incroyables, par exemple en Catalogne, à Barcelone, il se passe des choses, il y a des expériences tout à fait intéressantes. Moi j'entends parler en permanence d'expériences d'habitat partagé, de modes d'éducation alternatifs, de choses qui sont vraiment chouettes et qui tiennent, qui sont viables économiquement. Des formes de démarchandisation aussi de nos vies qui sont assumées, et c'est bien. Il va falloir que ça fasse du progrès, ça, mais il va falloir aussi qu'on accepte cette idée de vivre avec moins d'énergie et avec moins de besoins dans l'avenir. Et une fois qu'on a compris ça, on arrive à faire des choses formidables aussi, quoi. Voilà. Donc il y a aussi plein de choses positives, mais oui, beaucoup de boulot, quoi. Je propose de clôturer sur ces perspectives. Oh oui, merci. Merci.